Bonjour Biba, pour commencer, je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté de faire cette interview et en plus à un horaire qui est pas tout à fait génial pour toi vu que tu es aux États-Unis. Merci pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux te présenter rapidement auprès de nos lecteurs qui ne te connaîtraient pas encore, qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel, quelles sont tes passions? Je te laisse prendre ton temps pour bien te présenter. On veut vraiment tout savoir sur toi, ton parcours et tes activités. Vas-y. Ok, ben déjà avant tout merci, bonjour et merci de me recevoir pour cette interview. Donc en fait je me nomme Biba Pelleron, je suis d'origine normande et je vis aux États-Unis depuis 9 ans. J'ai donc passé 5 ans à New York et maintenant ça fait un peu plus de 4 ans que je suis sur Miami. Ok. Donc en France, mon parcours, j'ai été commercial pendant des années. Ensuite, j'ai été responsable des ventes et marketing. Donc j'ai fait ça pendant plus de 13 ans dans diverses sociétés. Bien qu'au départ, j'avais fait des études de droit. Donc on dit toujours que le droit mène à tout, mais apparemment. C'est ce qu'on voit. Juste pour la petite histoire, je voulais être flic. Donc effectivement, ce que je fais aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Ah oui, ça change. Ça change un peu, complètement. Mais j'ai pas de regrets, j'ai aucun regret. Donc, en fait, en 1998, j'ai monté ma première société en France. J'ai quitté mon job un vendredi soir pour monter ma société un lundi matin. C'était rapide. Sans économie, sans clients, sans vraiment connaître l'utilisation d'ordinateurs. Donc, je ne conseille pas véritablement de faire la même chose, mais c'était courageux en tout cas. Voilà, mais bon, je m'en suis sortie, quoi. Ok. Je m'en suis bien sortie parce que je pense que la détermination était là. Donc en fait, j'ai commencé comme... La raison pour laquelle j'ai monté ma société en France, c'est parce que j'avais un rêve d'enfant qui était d'aller m'installer aux États-Unis. Et chaque fois que j'essayais de prendre des vacances pour venir aux États-Unis, j'avais toujours mon patron qui me disait « mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas partir 15 jours, vous pouvez pas partir ceci ». Donc je me suis dit que la solution c'était effectivement monter une société. Donc je voulais une activité qui me permette de travailler de n'importe où, avec vraiment simplement un ordinateur, un téléphone et Internet. Mais je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir proposer. Donc, il y avait une nouvelle activité qui démarrait à ce moment-là, qui était télésecrétaire. D'accord. C'était tout nouveau. Bon, maintenant c'est courant, mais c'était tout nouveau. Donc, je me suis dit que c'était la bonne activité en fait, parce que je savais pas. D'abord, je savais pas ce que c'était qu'une secrétaire, en gros, mais je savais pas taper sur ordinateur, je savais pas utiliser Word et Excel, mais je pensais que ça n'allait pas être si compliqué que ça. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis en fait, à force de faire de la promotion donc je proposais essentiellement de la saisie de documents et ce genre de choses, mais vu mon background en fait, et comme moi j'avais été commercial pendant des années, petit à petit j'ai rajouté à mes services donc de la prise de rendez-vous et de la promotion de services ou de produits pour mes clients. Et en fait, en 6 mois, mon activité s'est transformée de télésecrétaire à télémarketing. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'était pour justement me permettre de bouger comme j'en avais envie. Donc bien sûr, quand on monte une activité, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc les débuts, il a fallu lancer tout ça. Donc pendant 2 ans, effectivement, j'ai pas voyagé. Parce que j'étais déjà allée aux États-Unis plusieurs fois avant en vacances, et ce qui avait d'ailleurs confirmé mon envie de m'installer sur place. Donc au bout de 2 ans, j'ai commencé à reprendre mes voyages sur New York pour un petit peu faire un test, voir si ça allait fonctionner. Et ce qui était très marrant d'ailleurs, c'est que je crois que c'était en mai 2000, la première fois que je suis retournée à New York, j'ai quand même informé mes clients parce que j'avais peur qu'au niveau technique ça passe pas, que j'ai des problèmes de téléphone ou problèmes d'internet ou ce genre de choses. Donc je les ai quand même appelés pour les prévenir en disant bon, je pars 15 jours, mais vous inquiétez pas, le travail va être fait, vous aurez votre prise de rendez-vous, vous aurez vos rapports tous les vendredis comme d'habitude. Je suis partie à New York les 15 jours, j'ai fait mon test, je suis revenue et à mon retour, j'ai rappelé tout le monde et avant même que je leur dise quoi que ce soit, la majorité me dit mais au fait, quand est-ce que vous partez à New York déjà? Alors, je dis là, j'ai gagné, c'est bon parce que si eux-mêmes le sachant, ils s'en sont pas rendus compte, c'est que c'était bon, ça marche quoi. Donc du coup, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait la navette entre Paris et New York. Parce qu'effectivement, j'avais pas du tout l'intention de monter un business aux États-Unis. Moi, je pensais que ayant mon activité en France, bon, je pouvais la gérer de n'importe où, donc je pouvais voyager comme j'avais envie de voyager. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, à la douane,
Et ça commençait à devenir un petit peu difficile pour passer parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je passais aussi souvent. Donc, ce qui fait que j'étais un petit peu obligée de trouver une solution pour rester sur place et puis obtenir un visa, puisqu'on ne peut pas travailler évidemment sans visa. Ok. Et en fait, c'est à ce moment-là, sur New York, que j'ai découvert le monde du networking, que je connaissais pas du tout, et je connaissais même pas le nom à l'époque, parce qu'en France, c'était pas vraiment développé. Donc j'avais bien vu qu'il y avait des soirées qui se passaient dans des bars ou autres et ce genre de choses. Donc au démarrage, j'y suis allée effectivement pour développer mon activité de télémarketing. Et je pensais que trouver des clients américains qui voudraient éventuellement s'installer en France, donc j'aurais pu les aider à s'installer ou faire la prise de rendez-vous pour eux ou faire la promotion de leurs produits, ce genre de choses. Mais très vite, je me suis aperçue que le télémarketing aux États-Unis, en France, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et que c'est un petit peu pour ça qu'il a fallu que je trouve une autre solution. Donc comme le concept des soirées networking me plaisait, j'ai décidé effectivement de me lancer lancer mon activité, en fait, monter ma société par rapport à ça. Et donc en 2003, j'ai créé ma première activité qui s'appelle Biba for Network. D'accord. Et qui depuis est devenue, parce que la société officiellement c'est toujours Biba for Network, mais le branding a un petit peu changé au cours des années. Donc c'est passé à The Connection Queen et ensuite c'est devenu récemment You Business in Style. D'accord. Donc ça évolue. Ça évolue, voilà, tout à fait. Et puis en fait, dans le même temps, quand j'ai commencé à monter mes soirées, donc moi, mes clients, c'était des entrepreneurs américains, donc j'ai jamais fait la promo de savoir que j'étais française ou pas. Et puis en plus, vu mon nom, Biba Pedron, ils le prononcent toujours Pedron, donc tout le monde s'imagine ici que je suis plutôt hispanique ou latino. Mais en revanche, au bout d'un certain temps, mes événements ont commencé à être assez connus sur la place de New York, donc le bruit a commencé à courir aussi que j'étais française. Et de ce fait-là, j'ai eu pas mal de Français qui sont venus à mes événements. Non pour le côté networking en lui-même, parce que là, ils avaient un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait. Par contre, j'avais toujours les mêmes demandes, comment j'avais monté ma société, comment j'avais obtenu mon visa, est-ce qu'il fallait $1 million, est-ce qu'il fallait $100 000 pour monter une société comme on lit partout, ce genre de choses. Et puis, pendant plus de 6 mois, j'ai effectivement donné un peu les informations un peu comme ça, en disant, voilà, vous contactez un comptable, vous contactez un avocat, vous faites ceci, vous faites cela. Mais je me suis vite aperçue que de la même façon que moi, j'avais beaucoup de mal pendant 2 ans à trouver toutes les informations et obtenir mon visa, et que je m'étais fait arnaquer au passage, que beaucoup avaient le même problème, et que c'était vraiment difficile de trouver les vraies et bonnes informations. Donc du coup, vu la demande, j'ai monté une deuxième activité qui s'appelle My French Network, où là, effectivement, depuis maintenant 8 ans, j'assiste des francophones à créer leur société aux États-Unis. Donc ça va de la structure de la société, l'ouverture du compte bancaire, la rédaction du business plan, le montage du visa et également le développement marketing. D'accord. Et en fait, la raison pour laquelle effectivement j'ai pu monter cette deuxième activité assez vite, c'est parce que justement j'avais déjà un réseau de networking qui était intéressant, qui était important, et que donc ça a été facile de monter une équipe de partenaires en fait. Ok. Et donc c'est là où tu en es aujourd'hui, c'est ça? Alors aujourd'hui, j'ai toujours les deux activités en fait, j'ai toujours... Ouais. Donc, alors c'est-à-dire que pendant que j'étais à New York, pendant 5 ans, effectivement, j'ai organisé des événements. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé aussi un peu toujours aussi par rapport à la demande. C'est-à-dire que moi, je fais un peu en fonction de ce qu'on me demande. J'essaie d'adapter assez rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, moi, le networking, donc je ne savais pas ce que c'était, donc il a fallu que j'apprenne. Je me suis aperçue que dans tous les événements, tout le monde disait, bon, on se voit, on prend un café, on va à Starbucks, et puis on voit comment on peut s'entraider, ce genre de choses. Et pendant 6 mois, j'ai dû prendre je ne sais combien de cafés, de thé au Starbucks, rencontrer beaucoup de gens, mais il ne se passait jamais rien derrière. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, le networking c'est bien, mais comment ils font tous ces Américains qui parlent du networking en permanence, comment on fait pour vraiment trouver les clients? Donc j'ai appris en fait, j'ai essayé d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai créé un système pour moi-même, pour mon propre business, pour moi effectivement, pour pouvoir développer et pouvoir avoir des clients. Et il s'avère que comme ça s'est développé assez rapidement, les gens qui avaient vu quand j'avais démarré ont commencé à tous me poser un petit peu les mêmes questions. C'est-à-dire comment j'avais fait, qu'est-ce que je faisais de spécial, quel était mon secret,
pour réussir de cette façon-là. Et c'est un petit peu à ce moment-là, effectivement, que j'ai eu le surnom de The Connection Queen, puisque les gens ont commencé à me donner ce surnom. D'abord parce que je connectais toujours les gens ensemble et qu'ils voyaient qu'au niveau de mes événements, ça bougeait pas mal. Donc j'ai monté effectivement mon premier programme en 2006. Et puis après, j'ai commencé petit à petit en fait à faire du coaching parce que plus ça allait, plus les gens venaient me demander ce que j'avais fait, comment j'avais fait, et qu'à un moment donné, effectivement, j'ai commencé à enseigner les autres. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que je suis à Miami, j'organise plus ou très peu d'événements, mais en revanche, donc j'ai toujours la partie business coaching auprès des entrepreneurs américains, et puis bien sûr toujours My French Network où là j'assiste toujours les francophones à s'installer. Ok. Bon, je pense que là, ça donne un bon tableau de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est intéressant. Comme t'en as parlé, tu es aujourd'hui devenu une spécialiste vraiment du réseautage et tu es reconnue pour ça aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et ce que ça peut nous apporter dans nos affaires? Alors, en fait, le networking, parce qu'on appelle réseautage ou networking, parce que je sais que le mot networking est aussi pas mal utilisé en France, en fait, c'est des soirées qui se passent donc soit dans des bars, soit dans des salles de réunion ou ce genre de choses, et qui permettent à des entrepreneurs de se présenter. Donc, de présenter leur business également, de trouver des clients, mais aussi de trouver des partenariats. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'aller à un networking. C'est un petit peu l'erreur que font beaucoup de gens, mais même aux États-Unis, même si le networking est bien implanté, beaucoup de gens vont à un networking en se disant, bon, allez, il y a 100 personnes dans la salle et je vais bien trouver un client. Le networking, c'est pas fait pour aller chercher des clients directement, c'est-à-dire le jour même, et arriver en rencontrant les gens, en disant bonjour, je m'appelle un tel, je fais tel projet, tel produit, est-ce que vous voulez acheter mon produit? Le concept, c'est vraiment sur du long terme, c'est-à-dire qu'on est là pour se présenter. On est là pour expliquer en quoi consiste notre business, mais surtout de voir comment on peut aider les autres. On est là pour... alors, j'ai toujours du mal à trouver le mot en français parce que j'ai du mal à le traduire. En anglais, on dit exposure. Donc, je ne sais pas comment on dit en français, s'exposer peut-être. Oui, c'est ça, je pense. S'exposer. Pour effectivement avoir une certaine crédibilité, pour que les gens sachent ce que l'on fait et surtout quel est le bénéfice de ce que l'on fait, ce qui fait qu'à un moment ou un autre, quand ils vont avoir besoin de nos services, c'est eux qui vont venir vers nous. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'aller essayer de leur vendre, c'est eux qui vont venir vers nous parce que soit ils ont besoin de notre service, du service ou du programme des produits qu'on vend, ou parce qu'ils ont des contacts à nous envoyer. D'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on dit aux États-Unis, c'est le what's in it for me. C'est-à-dire que quand on va à un événement, il faut toujours voir dans quelle mesure, quand on parle à quelqu'un, il voit de suite ce qu'il va pouvoir, lui, en récupérer. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour nous, on y va pour aider les autres. Donc le but, c'est effectivement dans une conversation, de se présenter, bien sûr, pour présenter rapidement ce que l'on fait, mais c'est surtout de voir comment on peut aider les autres immédiatement, c'est-à-dire poser des questions, écouter beaucoup. Il faut écouter plus qu'on parle dans un networking, si on peut le faire correctement. Et dans la conversation, voir comment on peut aider les autres. Je ne sais pas si quelqu'un, dans une conversation, dit qu'il recherche ou imprimer des cartes de visite ou parce qu'il cherche quelqu'un pour lui faire une press release ou ce genre de choses. C'est essayer de voir en fait comment on peut l'aider immédiatement. Et même si ce n'est pas nécessairement lié à notre activité. D'accord. C'est s'entraider en fait. Le but, c'est de s'entraider et contrairement à l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est pas aller vendre quelque part et pas les vendre aux personnes et vendre sur place, mais essayer de s'entraider parce que c'est comme ça que l'on crée la relation en fait et que le networking, c'est pas juste l'effet d'aller à la soirée. Le networking, c'est sur du long terme. Donc le networking, c'est créer son réseau. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années dans certains cas. Mais c'est créer une relation avec les gens qui fasse que, au bout d'un moment, effectivement, ils savent ce que l'on fait, comment on fait, ils savent qu'on est bon dans ce qu'on fait et que de ce fait-là, quand il va y avoir un besoin, ils vont savoir où on est, ils vont savoir nous trouver. Ok. Moi, je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant pour tout le monde et pour nos auditeurs certainement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de résultats concrets que tu as pu obtenir pour toi et tes clients grâce à tes réseaux et tes techniques de marketing? Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres, des preuves que ça marche ce que tu fais? Ok. Donc déjà, aux États-Unis, alors je ne sais pas si c'est les mêmes choses en France, mais aux États-Unis, déjà 90% des clients, quand on a une entreprise, 90% des clients sont trouvés grâce au networking.
Donc ça montre que c'est vraiment un art de vivre ici. Et pour tout ce qui est de mon activité, que ce soit de business coaching auprès des Américains, le networking, c'est vraiment ma base, ma source première de clientèle. Et puis en plus sont venus s'ajouter ces dernières années les réseaux sociaux, qui d'ailleurs pour moi c'est un peu la même chose, parce que c'est ce que j'appelle du networking offline et online, parce que les techniques d'approche et de suivi de ces contacts, ça se fait de la même façon en fait. D'accord. Tout à l'heure, je parlais également du lancement, par exemple, de My French Network. Je l'ai fait justement grâce à mon réseau, parce que j'avais un réseau, parce que j'étais déjà bien établie dans l'activité que je faisais, mes soirées, ce genre de choses, et que quand j'ai vu le potentiel qu'il y avait de ce côté-là avec les francophones, donc j'ai contacté des avocats, des experts comptables, des banquiers et d'autres professionnels que je connaissais pour leur parler de mon projet. Et savoir s'ils étaient prêts à me suivre, et sachant qu'ils me connaissaient déjà, donc ils ont dit oui sans hésiter. Donc grâce à mon réseau, justement, c'est comme ça que j'ai pu démarrer ma deuxième activité, que ça fait maintenant 8 ans que je travaille. Donc il y en a certains avec qui je travaille depuis le début, comme par exemple l'avocat d'immigration ou la traductrice ou des gens comme ça, on est ensemble depuis le début. Et puis, bon, bien évidemment, des fois dans un réseau, il y a des choses qui se passent bien et des choses qui se passent pas bien. Donc, par exemple, j'ai été obligée de changer d'expert comptable au bout d'un certain temps. La façon dont j'ai trouvé un nouvel expert comptable, c'était justement grâce au réseau. C'est-à-dire que quelqu'un m'a présenté justement un expert comptable qu'il connaissait, qui était aussi francophone et qui était très bien, qui pouvait me recommander. Donc c'est-à-dire que le principe du réseau, ça accélère les choses. Plutôt que d'aller chercher soi-même des gens et puis faire l'annuaire pour voir qui j'aurais pu contacter, c'est par l'intermédiaire de mes propres contacts. Et puis de la même façon, quand je suis arrivée à Miami en 2008, notamment vu le marché immobilier qui était très très bas, il y avait beaucoup de francophones qui venaient acheter, donc j'avais de plus en plus de demandes également pour de l'immobilier. Là c'est pas pareil, il a fallu que je développe mon réseau sur des agents immobiliers, des brokers, des avocats spécialisés immobiliers, et là pareil, je les ai trouvés grâce à mon réseau, c'est-à-dire que des gens que je connaissais qui m'ont référé d'autres personnes que eux-mêmes connaissaient. Donc c'est toujours plus facile quand on est introduit par quelqu'un. On a déjà un peu le background de la personne, on sait un peu comment il fonctionne. Donc, ça allait. Le networking, de toute façon, le réseau, ça accélère toujours le processus. D'accord. Ouais, donc en fait tout se fait on tisse des liens et après on passe par des recommandations en fait. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors après, pour donner des chiffres, donc par exemple quand j'étais à New York, où je mettais mes clients en relation, donc j'avais des membres qui venaient à mes networking en permanence, et donc je les mettais en relation avec d'autres personnes et ce genre de choses. Par exemple, j'ai deux de mes clients qui ont pu de cette façon, en étant membres de mes soirées, décrocher chacun des contrats de plus de $100,000. D'accord. Ce qui était en fait plus que ce qu'ils n'avaient jamais fait. Okay, c'est intéressant. Donc ça prouvait la qualité de mes contacts. Sauf que dommage, à l'époque j'étais encore trop nouvelle dans le système, donc j'ai pas pris de commission sur l'opération. C'est un peu dommage parce que c'était pas... Dommage. Ça valait le coup. Mais bon, c'est pour ça qu'on apprend de ses erreurs. Donc depuis, ça a bien changé. Depuis, j'ai appris. Et justement, là, il y a un exemple récent. Il y a une semaine, en fait, une femme qui fait partie d'un des groupes de networking dont je fais partie ici sur Miami, qui, sachant que je suis française, est venue me voir parce qu'elle est en train d'essayer de vendre son business, et qu'elle avait entendu dire que pour les étrangers, c'était quand ils rachetaient un business, c'était facile pour eux d'obtenir un visa. Donc elle ne savait pas du tout que mon activité française, parce qu'il est évident que quand je vais à un networking américain, j'en parle pas, parce que c'est pas ma cible, donc il n'y a aucune raison de mentionner mon business français. Donc elle est venue me voir juste parce que j'étais française et me demandait est-ce que tu connais pas des Français qui seraient intéressés à ce genre de choses. Donc le fait que j'ai une activité par rapport à ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour elle. Mais donc ça veut dire qu'une fois de plus, je vais faire jouer mon réseau pour la mettre en relation avec la bonne personne. Donc ça ne veut pas dire que dès demain je vais lui trouver un acheteur, mais le fait de pouvoir accéder à mon réseau, ça va pouvoir effectivement accélérer le processus pour elle. Et puis quelque part, c'est une win-win situation. Donc je lui amène quelqu'un, elle vend son business, ça lui permet de trouver peut-être quelqu'un plus rapidement. Et cette fois-ci, je vais savoir tout prendre ma commission.
Ok. Donc, voilà, donc là, par exemple, en parlant de chiffres, bon, c'est un business qui est à vendre 600 000 $. Une commission de 10% dessus, ça fait des chiffres intéressants, quoi. Donc, quand on multiplie ce genre d'opération, ouais, ça fait vite des chiffres voilà. qui peuvent monter très haut, quoi. Ouais. Donc vraiment, le but du networking, c'est vraiment de savoir partager ses contacts et de résoudre les problèmes des autres ou répondre à la demande des autres, en fait. Donc, et c'est comme ça qu'on peut trouver des clients, c'est comme ça qu'on trouve des partenaires. Et il faut jamais voir le networking comme, ok, je suis là et je prends. Non, il faut savoir donner, pour savoir recevoir. Et c'est vrai que, en fait, quand je faisais mes événements à New York, donc j'avais des Français qui venaient, mais qui venaient soit parce qu'ils voulaient monter une société pour savoir comment j'avais fait, ou d'autres, beaucoup qui venaient parce qu'ils cherchaient un emploi. Mais la majorité, en fait, c'était où j'avais des gens, par exemple, qui disaient, bon, alors il faut que j'aille parler à qui? Je cherche un emploi, il faut que j'aille parler à qui? Mais non, ça se passe pas comme ça. On discute avec les gens, on échange, on leur amène quelque chose éventuellement. Et puis en plus, la majorité me disait que pour eux, ça allait beaucoup trop vite. C'est-à-dire les Américains sont très directs. Ici, comme on dit, business is business, donc on perd pas de temps. Ouais. Mais pour autant, les Français étaient un petit peu perdus avec le concept et souvent ils revenaient pas. Ils avaient l'impression que ça allait beaucoup trop vite pour eux parce qu'en France, on a plus tendance à, bon, il faut d'abord se connaître, après on fait des échanges, on revient au bout de ce genre de choses. Donc on fait le genre de cours comme peuvent faire les oiseaux, ils tournent autour d'eux-mêmes. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus direct. Donc c'est pour ça que pour les Français, c'était un petit peu plus compliqué de réussir à quelque chose parce que eux, ils venaient pour chercher quelque chose. Ils venaient pas pour donner, Ouais. ils venaient pour chercher quelque chose. Ouais, ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit. Non. Et ça fonctionne. Si on est là que pour prendre quelque chose, ça fonctionne pas du tout. Ok. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques trucs qui permettent de bien réussir dans ce domaine du réseautage? Quelles sont vraiment les bases qui permettent d'avoir des bons résultats dans ces systèmes? En fait, la règle principale du succès du networking, c'est vraiment de savoir gérer le suivi de ses contacts. Parce que le networking, une fois de plus, c'est qu'une stratégie marketing. Donc, il faut pas que ça. Il faut que ça fasse partie d'un tout. Mais le networking, c'est ce que je disais tout à l'heure, certains pensent que c'est juste le fait, je vais à l'événement, je donne ma carte de visite. Voilà, ça c'est du networking. En fait, le networking, non, c'est pas ça. C'est le processus qui dure sur la longueur. Donc, il faut savoir entretenir constamment son réseau. Ça veut dire qu'on va pouvoir rencontrer des gens et qu'on ne va plus jamais les rencontrer par la suite, ou on n'a pas l'occasion parce qu'on va pas. Et de networking, c'est pareil, c'est pas simplement on va à une soirée et on rencontre quelqu'un. On peut être au supermarché, rencontrer quelqu'un, échanger, que ça ait un lien business, et ça aussi c'est du networking. Donc chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on fait un échange business, notamment, ça peut être du networking. Donc ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer les gens systématiquement tous les mois, ou on va se voir de visu ou ce genre de choses. Donc il faut vraiment avoir une stratégie marketing derrière pour savoir donner l'information aux gens en permanence sans les harceler d'infos, mais savoir être là toujours pour continuer la communication en fait, pour leur dire exactement qu'est-ce qui est nouveau dans notre activité, qu'est-ce qui se passe, de quoi on a besoin éventuellement, mais sans être trop pushy en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que quand je fais mes formations, je dis toujours à mes clients, quand vous allez à un networking, n'imaginez pas que vous ne parlez qu'à la personne qui est en face de vous. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais bon, j'ai rencontré telle personne, elle n'est pas intéressée, elle ne va jamais acheter mon produit ou mon service, donc ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de garder la carte de visite. Mais on sait qu'une personne connaît minimum 200, 300 personnes. Donc, elle a un réseau derrière elle. Donc, quand on parle à quelqu'un, il faut toujours se dire, imaginez qu'il y a son réseau qui est derrière. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette personne ne va peut-être jamais être intéressée par le service que l'on vend, mais elle peut définitivement, et dans ce réseau, il y a certainement des gens qui peuvent être intéressés à un moment ou à un autre. C'est pas nécessairement de suite, mais ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, il faut toujours faire en sorte que les gens sachent toujours ce que l'on fait, ce qui est nouveau dans notre activité, pour qu'à un moment donné, ils nous connaissent suffisamment, ils nous fassent suffisamment confiance, et que le jour où eux, ils ont un besoin spécifique et soit ils veulent acheter le produit ou qu'ils ont un contact particulier, effectivement, ils nous le ramènent directement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir entretenir un petit peu. Donc c'est un peu comme ce que vous faites avec votre mailing list, quand vous avez des gens qui s'inscrivent sur votre site.
Mais le concept, c'est le même, c'est de savoir entretenir un peu les gens qui sont sur la mailing list pour qu'à un moment ou un autre, ça convertisse en clients. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, ça se ressemble beaucoup en fait. En fait, C'est le. oui, c'est la même chose. C'est pour ça que je disais que le networking, il ne faut pas le voir comme quelque chose de spécial. C'est juste une technique marketing et qui s'intègre au plan marketing que l'on a. Donc, c'est-à-dire que les gens que l'on rencontre à des networking, le but, c'est de les amener justement sur notre mailing list pour qu'ils soient informés en permanence. C'est pour ça que je disais que même si on ne les voit pas tous les mois ou de visu régulièrement, il y a des gens qui peuvent effectivement, qu'on n'a pas vu depuis des années, puis un jour, parce qu'ils ont lu la newsletter, parce qu'ils ont vu une information, un jour ils ressortent comme ça. Ok, ok. Bah, merci pour ton partage en tout cas. Je pense que on comprend mieux comment ça fonctionne et on fait mieux le parallèle avec les techniques marketing qu'on utilise. Bon, comme tu le sais, certainement chez Action Web, notre source principale de trafic, c'est l'affiliation, la gestion de notre programme partenaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut se monter un réseau de partenaires rapidement et efficacement si tu devais le faire maintenant, comment est-ce que tu t'y prendrais? En fait, je dirais que l'interview qu'on est en train de faire, ça illustre parfaitement un exemple de partenariat. Tout à fait. Je crois qu'on a commencé à échanger sur Internet en fin d'année dernière ou début d'année, je ne sais plus, je me souviens plus tout à fait. Mais donc je sais plus. Bon, je sais que j'avais découvert votre blog à un moment ou à un autre. J'ai découvert vos activités, donc je me suis mise sur votre newsletter. J'ai regardé les produits que vous vendiez. J'ai commencé à en faire la promotion. J'ai vu que c'était sérieux, que c'était professionnel. Donc, à un moment donné, pour une raison ou Y, je ne sais plus, par rapport certainement à quelque chose que j'ai lu sur votre blog, je vous ai contacté et je vous ai posé une question par email. Donc, on a commencé à échanger comme ça. On a ensuite décidé que de l'email, on allait passer à la parole. Donc, on a discuté une fois sur Skype. Et puis, ça a permis de faire de plus amples connaissances, de voir qu'il y avait des synergies entre nos business. Pour autant, il a fallu plusieurs mois avant que finalement on arrive à cette interview aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà, le concept est toujours le même, ça fonctionne toujours de la même façon et que je pratique dans mon business ou en français ou en anglais, je le fais toujours de la même façon. Et c'est-à-dire, c'est d'essayer de voir effectivement ce que font les gens, comment ils le font, surtout que maintenant, ça devient encore beaucoup plus simple. Je dirais que quand j'ai commencé mon activité en 98, il est évident que je n'utilisais pas ces méthodes. Mais maintenant, aujourd'hui, avec Internet, l'Internet marketing, avec les réseaux sociaux, on peut accéder définitivement à beaucoup de gens. Donc, c'est plus facile de voir ce qu'ils font. Maintenant, tout le monde a une newsletter, ou pratiquement. Donc, si on veut connaître un peu si les gens sont sérieux, parce que bien évidemment, on n'aborde pas les gens comme ça en leur disant tiens, vous ne voulez pas faire un partenariat avec moi. Il faut quand même sélectionner les gens et de voir si leur façon de travailler correspond à notre façon de travailler. Donc, il y a soit l'approche directe où effectivement on contacte les gens en direct au bout d'un certain temps parce qu'on s'aperçoit que il y a quelque chose qui se passe, soit parce que justement dans notre réseau, il y a quelqu'un qui nous dit tiens, je sais que vous faites ça, vous devriez contacter telle et telle personne, et que une fois de plus, quand on passe par le réseau, ça accélère un petit peu le processus, parce que quand on est introduit par une tierce personne, en fait, ça va plus vite. Tout simplement, ça va plus vite parce qu'on a déjà la recommandation. Donc, on a un petit peu le sentiment de se connaître. Et puis, les réseaux sociaux, ça accélère encore plus le processus, parce que j'ai vu communiquer pendant des mois et des mois avec des gens sur Facebook, par exemple. J'utilise essentiellement Facebook. J'utilise un peu LinkedIn aussi, mais surtout Facebook. Et par exemple, j'ai eu l'expérience, là au mois de septembre, j'ai assisté à 3 jours de séminaire ici sur Miami. J'avais contacté les gens donc on était 300 personnes, j'avais contacté les gens par Facebook auparavant. Et ça m'a permis d'échanger, donc comme j'avais échangé 3 mois à l'avance, donc on a échangé des emails, des choses comme ça. Et une fois qu'on s'est rencontrés de visu, c'est comme si on se connaissait, peut-être pas depuis toujours, mais on avait l'impression qu'on se connaissait vraiment, alors qu'on ne s'était jamais vu. Et que de ce fait-là, ça permettait effectivement de pouvoir lire. On sait déjà ce que l'on fait parce qu'on a regardé nos sites internet, on a regardé nos activités. Une fois de plus, on surveille un peu ce que font les autres, et que de ce fait-là, ça accélère le processus et on va beaucoup plus vite et on décide. Voilà, on sait qu'il y a une synergie quelconque, donc on décide de faire un partenariat. J'ai eu
L'exemple également, je crois que c'était cet été, quelqu'un qui m'a envoyé un message, un Français qui m'a envoyé un message en disant qu'il était sur ma mailing list déjà depuis un certain temps et que comme il savait que j'aidais les Français à s'installer aux États-Unis, donc il avait un contact, il avait notamment une amie qui voulait s'installer aux États-Unis, donc il m'a dit je vous préviens que je lui ai donné vos coordonnées, voilà, elle s'appelle un tel, elle va vous contacter. Donc, en général, quand c'est comme ça, déjà, je remercie les gens. Et puis, je suis toujours curieuse de voir ce qu'ils font. Donc, du coup, je suis allée voir un peu plus ce que lui, il faisait. Je me suis aperçue qu'il était lui-même coach en France spécialisé sur le networking. Donc, du coup, moi, je l'ai recontacté de mon côté. Et puis, aujourd'hui, on est en train de monter ensemble une nouvelle formation. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc finalement, c'est toujours la même chose. C'est soit les contacts arrivent lorsque l'on ne les attend pas, soit on prend les devants et on contacte les gens, on les met en relation avec certaines autres personnes de notre réseau et de voir qui on peut mettre en contact, là où il y a des synergies, ce genre de choses. Et toujours pareil, ne jamais penser à qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer. C'est-à-dire on donne et parce qu'on donne, on va recevoir. D'accord. Oui, c'est un peu comme dans les affaires de toute façon en général. Quand on veut séduire nos clients, nos prospects, on commence toujours par leur donner quelque chose, de leur offrir du contenu, et puis ensuite, si ça les intéresse, ils reviennent nous voir pour aller plus loin, etc., quoi. Voilà, tout à fait. Donc c'est exactement comme ça. Et puis ne jamais faire les choses avec en disant à l'avance qu'est-ce que je vais en retirer, où est-ce que je vais en retirer quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais. Déjà le networking, quand on rencontre des gens, on ne sait jamais si une personne peut devenir cliente ou pas. Parce que ça, on ne peut jamais le savoir à l'avance. Là récemment, j'ai l'exemple en fait d'une Française que j'avais rencontrée quand j'étais à New York, donc il y a 8-9 ans, qui récemment a pris une de mes formations networking. Mes formations internet. Et quand je lui ai demandé, parce que le nom me paraissait un petit peu familier, donc quand je lui ai demandé effectivement comment elle est arrivée sur ma newsletter ou ce genre de choses, elle m'a dit on s'est rencontrés il y a 8-9 ans à New York, on a passé 30 minutes dans un Starbucks et on avait une amie en commun. C'était il y a 9 ans. Puis je ne l'ai jamais revue, j'en ai jamais plus entendu parler. Et il se trouve que parce que justement elle était sur la newsletter, parce qu'elle faisait partie du réseau, à un moment donné, l'offre que j'ai faite correspondait exactement à sa demande et que de ce fait-là, effectivement, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue cliente. Donc il s'est passé 9 ans. Donc dans certains cas, il peut se passer 3 semaines, 3 mois, 3 ans, on ne sait jamais. Donc il ne faut jamais se dire non, telle personne n'est pas intéressante ou je ne vais pas rester en contact. Et c'est pour ça qu'il faut définitivement avoir un système qui soit, ce que moi j'appelle sur pilotage automatique, pour que justement on puisse relancer nos contacts en permanence. Et il y a des gens que je connais, si on me demande, j'ai beaucoup de gens qui me contactent parce qu'ils cherchent un emploi, donc quand je sais que telle ou telle personne est en recherche, je les mets en relation ou ce genre de choses. Là, en début de semaine, ou je ne sais plus si c'était début de semaine ou fin de semaine dernière, j'ai quelqu'un sur New York qui m'a dit voilà, je cherche tel type d'emploi, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un? Donc j'ai mis le message sur ma page Facebook, parce que c'était encore la meilleure façon de faire passer l'info. Et dans les 5 minutes, il y a quelqu'un qui a répondu en disant dites à cette personne de me contacter parce qu'on cherche quelqu'un. Donc voilà, j'en retire rien, mais j'en cherche rien non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus. Tout à l'heure, je présentais en disant j'ai pas eu ma commission, mais dans certains cas, effectivement, c'est du business, donc là c'est normal. Mais le networking, il ne faut pas se dire je prends en permanence ou je donne parce que je vais récupérer quelque chose. Ok. Je pense que ça va vraiment aider de nombreuses personnes à comprendre comment on peut se lancer dans ce formidable levier de croissance qu'est la mise en place de partenariats, parce que c'est quand même ça qui fait avancer les affaires. Et puis, donc maintenant, juste pour finir là-dessus, oui, je pense que ce qui est important, c'est que les gens n'hésitent pas à contacter les autres. Oui, c'est ça, il faut prendre des contacts, être curieux, écouter les gens, c'est ça, quoi. Le pire qui puisse arriver, c'est que quelqu'un dise non. Mais c'est assez rare parce que si on approche quelqu'un de la bonne façon et si, une fois de plus, si c'est pas attendez, moi je vais prendre de ce que vous avez à me donner et je vous donne rien en échange, mais si on a la bonne approche, je veux dire, il n'y a pas de, c'est assez rare que les gens disent non. Et s'ils disent non, c'est souvent parce que, sur le moment, éventuellement, ils vont être occupés ou ce genre de choses. Mais moi, je sais que depuis, ça fait 1 an maintenant que, j'ai vu qu'en France, ça commençait à bouger pas mal sur le monde d'Internet marketing. Donc, je me suis dit, il est peut-être temps que je m'y mette aussi, parce que ça fait des années que je fais ça aux États-Unis, mais je veux pas rater le train en France.
Donc c'est vrai que depuis un an, donc je suis complètement nouvelle sur le monde de Internet marketing en France, mais j'ai contacté pas mal de personnes et à ce jour, j'ai jamais personne qui m'a dit non. Donc, et au pire, si quelqu'un nous dit non, ben, on va à la suivante. Donc faut surtout pas hésiter à contacter les autres. Ok, donc maintenant on va parler un peu plus de toi et de ton organisation. Moi j'aime bien connaître les habitudes des personnes qui ont du succès et je pense que ça peut aussi intéresser nos lecteurs. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, je sais pas moi, le planning d'une journée type de Biba Plédron, à quelle heure tu te lèves, quand tu commences à travailler, qu'est-ce que tu fais en premier, tu finis par quoi, raconte-nous un petit peu. Alors déjà, je suis pas du matin, je me lève pas de bonne heure. Donc je commence rarement avant 9-10 heures. Bon, j'essaie dans la mesure du possible de ne pas aller au-delà de 9h30, 10 heures. Mais bon. J'ai pas de. C'est-à-dire je m'impose pas d'horaire. C'est-à-dire que là, je pense que l'intérêt déjà de travailler pour soi, c'est une des libertés, c'est ça, c'est de se dire j'ai pas à être au bureau à telle heure. En plus, je travaille de chez moi, donc entre ma chambre et mon bureau, il n'y a pas très loin, j'ai pas la circulation, l'embouteillage, donc ça facilite les choses. Première chose que je fais, ben, je regarde mes emails. Et je réponds à mes emails parce que ça me prend déjà facilement 1 heure ou 2, tellement je reçois d'emails. Et que je réponds toujours systématiquement à tout le monde. Donc ça prend du temps. Ensuite, je communique sur les réseaux sociaux et j'invite d'office 5 nouvelles personnes qui sont liées à ma cible de clientèle. Donc en général, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn. D'office, c'est tous les jours inviter minimum 5 nouvelles personnes. Justement pour développer le réseau. Ensuite, ben, les journées peuvent être variables parce que ça dépend en fait si j'ai des sessions de coaching avec des clients, si j'ai des consultations par rapport à la création de société ou si j'ai des événements de networking dans la journée. Donc c'est un petit peu ça ma priorité, mais ma journée va s'organiser un petit peu en fonction de ça, sachant que je participe à environ 8 networking par mois parce que je fais partie de 2 organisations de networking différents. Il y en a une où on a 2 événements par mois. Non, je fais même partie de 3 organismes. Il y en a une, c'est un événement par mois, l'autre c'est 2 par mois et l'autre c'est entre 3 et 4 événements. Donc bon, je ne vais pas systématiquement à tous, mais ça représente quand même du temps. Et puis moi-même, depuis quelques mois, j'ai recommencé en fait ce que je faisais à New York. J'organise un brunch networking 1 fois par mois, donc le brunch c'est le dimanche. Ok. Donc ça veut dire que ça, déjà, ça occupe bien le temps. Sinon, le reste du temps, il est consacré au marketing et à la communication. Donc c'est derrière mon ordinateur pour développer les diverses activités, la rédaction d'articles, lire les articles des autres, intervenir sur leur blog, travailler sur des nouveaux projets ou des nouveaux programmes, faire des nouvelles formations, le montage de dossiers pour les personnes qui créent une société aux États-Unis, ça me prend pas mal de temps. Parce que je coordonne en fait tous les prestataires. Donc, faut toujours savoir à quel moment il faut contacter l'avocat, à quel moment contacte le comptable, à quel moment on contacte telle et telle personne. Et je dois m'assurer que tout le monde suit le processus, que tout est fait dans les temps. Et souvent, ça suppose que je relance beaucoup et les clients et les prestataires. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, en plus, pareil, là, les clients savent que je fais un peu une règle d'or d'être disponible peut-être pas à 100%, mais en tout cas à 90% pour mes clients, parce qu'ils savent qu'ils peuvent me joindre à tout moment. Donc ça dépasse parfois un petit peu le cadre du consulting. J'ai des fois un petit peu l'impression de me transformer en babysitter et pour m'assurer que tout suit d'une étape à l'autre. C'est aussi, ça prend du temps parce que c'est aussi monter un dossier de création de société, c'est un peu c'est les montagnes russes, c'est-à-dire tout se passe bien, après ça se passe mal, après ça se passe bien, après ça se passe mal. Donc ça veut dire que les gens, le moral descend régulièrement. Donc ça fait partie de mon activité également de répondre au téléphone pour leur remonter le moral et les rebooster. Donc ça veut dire que ça prend pas mal de temps au téléphone aussi et pas mal de temps à faire tout ce qui est Internet marketing. Donc tout ce que vous pouvez vous, de votre côté faire aussi, vous savez que ça prend beaucoup de temps. Ça c'est sûr. Et puis donc on passe beaucoup de temps tout seul aussi derrière son ordinateur. C'est pour ça que j'aime bien aussi aller à des networking parce que ça me permet de rencontrer des vrais gens, comme je dis, pas du virtuel, pour ne pas simplement être isolé derrière son ordinateur en permanence. Ah, c'est important.
Ouais. Et puis, mes journées, elles se terminent en général vers 20h, 21h. Et là, je termine en faisant mon planning pour le lendemain, pour être sûr que je vais rien oublier dans tout ce que j'ai à faire. Parce que gérant 4 blogs et plusieurs types d'activités qui sont quelque part liées les unes aux autres, mais qui ont des cibles de clientèle différentes, faut avoir une bonne organisation. Ouais, ça j'imagine, ouais, parce que c'est assez. Déjà sur une activité, c'est c'est chaud. Alors sur Ouais. plusieurs, c'est. Ouais. Mais j'ai toujours eu la chance, c'est-à-dire que beaucoup de gens, effectivement, quand ils s'installent à travailler chez eux, ils sont un peu... moi, je sais que quand j'ai démarré en 98, j'avais toujours des amis qui m'appelaient en pleine journée ou en me disant « Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télé ?» Je dis « Bah non, je travaille. » Puis d'abord, j'ai arrêté de me téléphoner parce que je travaille, j'ai pas le temps. Pas le temps de discuter. Donc, beaucoup de gens, effectivement, ont du mal à avoir cette discipline de se dire « Je travaille de chez moi » et quand c'est les heures de bureau... En plus, maintenant, je suis à Miami, donc j'ai la plage à 10 minutes, j'ai la piscine en bas de l'immeuble, donc ça pourrait être facile d'être distrait. Mais non, il faut avoir une bonne discipline et quand on est aux heures de travail, on est aux heures de travail. Le seul avantage, c'est qu'effectivement, on est souple dans ses horaires. Donc, comme je disais, je ne suis pas du matin, donc je culpabilise pas le fait de commencer à travailler à 9-10 heures, parce que je sais que de toute façon, je finis tard le soir et que mes journées, c'est plus de 8 heures, quoi. Ok. Ok. Donc au niveau de la formation, je pense que ça doit être quelque chose d'important aussi dans ton domaine. Est-ce que tu continues à apprendre, à te former régulièrement? Si oui, de quelle manière est-ce que tu le fais? Est-ce que tu suis des cours? Est-ce que tu lis des livres ou tu achètes des formations? Comment est-ce que tu t'organises pour rester au top de ce qui se fait de mieux dans ton domaine? Alors oui, bien sûr, la formation, c'est capital. Je crois on peut toujours continuer d'évoluer. On ne sait jamais tout. On peut toujours apprendre des autres en plus. Il faut toujours savoir ce qui est la dernière stratégie qui se fait. Je sais qu'aux États-Unis, en fait, les chiffres indiquent qu'il n'y a que seulement 10% des entrepreneurs qui se forment de façon continue. Donc, je ne sais pas si c'est à peu près les mêmes chiffres en France ou pas, mais À mon avis, oui. c'est ça qui est un peu dommage, parce que les gens ont souvent l'impression que quand ils sont arrivés à un certain niveau, ça y est, je sais tout, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, et on peut rien apprendre. Mais on n'est jamais à la pointe de tout, donc il faut définitivement apprendre des autres en permanence. Donc d'ailleurs, c'est souvent ce que mes clients savent, que comme je me forme en permanence, ils savent aussi qu'ils en bénéficient. Parce que chaque fois que j'apprends de nouvelles techniques ou des nouvelles stratégies, je les intègre dans les formations et donc c'est un bénéfice pour eux également. Et je pense que c'est important que les clients le sachent parce que c'est pour ça qu'ils restent en fait. En se disant, c'est pas au bout de 3 mois, j'ai fini sa formation, ça y est, j'ai plus rien à apprendre, mais sachant qu'il y a toujours à apprendre. Donc, moi j'ai plusieurs coachs que je suis depuis plusieurs années. Donc j'achète régulièrement leurs programmes, je participe à leurs séminaires et à d'autres séminaires. J'hésite pas à voyager aussi si besoin pour y assister. Parce qu'en général dans les séminaires, alors quand je parle de séminaires, c'est pas des petits séminaires avec 10-20 personnes, c'est plutôt des séminaires avec 100, 300 ou 500 personnes. Parce que d'abord, quand on se déplace à l'autre bout du pays ou ce genre de choses et qu'on sait qu'on a payé un séminaire entre 1000 et 2000, on a payé le billet d'avion, 500 personnes dans la salle qui ont fait la même chose. On sait que ce sont des gens qui sont d'abord très motivés pour développer leur business. Donc, on apprend de ces personnes-là aussi, de leur expérience. Et puis surtout, le niveau de networking, là, il est vraiment très, très important. On a des entrepreneurs qui sont très motivés, qui sont très successful. On mélange des gens, dans les séminaires où je mélange des gens qui gagnent entre 20 000 $ par an à des gens qui gagnent 5 millions de dollars par an. Donc, on apprend de ceux qui sont au-dessus. Et puis, ça permet aussi, on parlait de partenariat tout à l'heure, ça permet de faire des partenariats importants. Donc, les principaux coachs que moi je suis, je crois qu'ils ne sont pas très connus en France, mais c'est Ali Brown et Adam Urbanski. D'accord. Ils sont basés en Californie. Et puis, récemment, l'équivalent, je dirais un peu français, l'équivalent américain de David, comment il s'appelle, David J, qui c'est Maria Andros, qui est en fait spécialisée dans la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai assisté à son séminaire en février dernier à Los Angeles pour apprendre à intégrer la vidéo dans le marketing. Et puis, bien sûr, et là, vous n'allez pas me dire le contraire, Anthony Robbins, notre maître à tous.
Ça c'est sûr. Ok. Et au niveau des livres, je suppose que tu as eu des lectures qui ont changé ta vie d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des bons livres sur le réseautage, par exemple, qu'on pourrait conseiller à nos lecteurs? Est-ce que tu peux nous donner une petite liste de livres qui ont vraiment qui t'ont touché? Alors, je dirais que les livres qui m'ont touché, c'est pas essentiellement sur le réseautage ou le networking, parce qu'une fois de plus, c'est juste un outil marketing. Donc, c'est plus moi les livres les livres qui m'ont marqué le plus, c'est pas des livres au niveau du networking. Le networking, ça m'a permis d'apprendre effectivement à utiliser. Donc effectivement, pendant, je crois que c'était en 2002, je crois, avant que je m'installe officiellement aux États-Unis, j'ai passé un été complet pendant 3 mois, tous les après-midi, de 14 à 18 heures à la bibliothèque pour lire tout ce qui existait sur le networking. D'accord. Comprendre comment ça fonctionnait. Donc, il est évident que j'en ai lu des dizaines, si ce n'est pas des centaines. J'ai pas tous les titres en tête. En revanche, ceux qui sont dans ma bibliothèque, ceux qui m'ont les noms connus en fait par rapport au networking, c'est un livre. Alors, j'ai pas les titres français parce que je sais pas s'ils ont été traduits ou pas, mais il y en a un qui s'appelle Endless Referrals, qui est de Bob Burg, qui lui est une référence dans le networking depuis plusieurs années, et un autre livre qui s'appelle Networking Like a Pro, qui est d'Ivan Misner. Et Ivan Misner, en fait, c'est le fondateur de BNI. Donc, je sais qu'ils sont présents en France aussi, ça s'appelle Business Network International. C'est en fait un des premiers à avoir créé un organisme de networking il y a plus de 20 ans. D'accord. Et il est présent dans 40 pays. Donc c'est définitivement une référence sur le networking. Mais sinon, au niveau business, parce qu'une fois de plus, les techniques business, elles ne s'arrêtent pas au networking. Les livres qui m'ont le plus marqué, c'est d'abord, on reprend Anthony Robbins, mais je crois que c'est le premier livre, c'est un des premiers livres en fait sur le business, mais ça va au-delà du business. Anthony Robbins, c'est un peu le mindset et ce genre de choses. Donc j'ai lu son premier livre en 2003, c'était Awaken the Giant Within. Et qui en fait a eu un impact pour moi, non pas simplement au niveau de mon business, mais à l'époque, peu de temps après, 3-4 mois après avoir lu son livre, j'ai été informée de gros problèmes de santé. Et je dirais que ça m'a permis de passer outre tout ça. C'est-à-dire que même si c'était très très grave, avec ce que j'avais lu dans son livre, ça m'a permis de passer les choses sans problème, d'avoir le bon état d'esprit. En fait. Ok. Et sinon, il y a également une série qui est rédigée par Dan Kennedy, qui est aussi un internet marketeur qui est très connu aux États-Unis. Donc, il a une série qui s'appelle No BS et qui stand for No Bullshit, parce que c'est son slogan. Donc, pas de bullshit, ça veut dire pas de... Je ne sais même pas comment traduire bullshit. C'est un beau mot, mais je ne sais même pas comment on pourrait traduire en français. Je ne sais pas. Bullshit, c'est pas de conneries. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ok. Donc, la série, ça s'appelle No Bullshit. Et il y a plusieurs livres à l'intérieur. Ceux qui m'ont marqué le plus, c'est celui qui s'appelle Sales Success. Il y en a un autre qui était Direct Marketing. Wealth Attraction for Entrepreneurs. Donc ça, c'est les 3 qui m'ont, je dirais, un peu boosté le plus. Et puis sinon, il y a aussi les 2 grands classiques, et là je crois que tous les Américains doivent les avoir dans leur bibliothèque. C'est The E-Myth par Michael Berger et Think and Grow Rich par Napoleon Hill. D'accord. Ok, bon, merci pour les livres. Je pense que faudra que tu me fasses une petite liste et que tu me l'envoies. Je le mettrai sur l'article sur mon blog pour que les gens puissent s'y retrouver. Est-ce que tu as suivi aussi des modèles, des mentors pour en arriver là? Et si oui, lesquels? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important quand on se lance dans les affaires? Alors oui, c'est sûr que c'est important. Moi, les principaux, donc je les ai mentionnés tout à l'heure, c'est Ali Brown et Adam Urbanski, donc ils sont tous les deux basés à Los Angeles. Ils ont démarré à peu près l'un comme l'autre, probablement vers les années, fin des années 90, 98, 99, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux multimillionnaires. Donc ça
ça donne le bon exemple. Oui, tout à fait. Ils font rien et ils sont aujourd'hui, je crois qu'ils font à peu près 8 à 10 millions de dollars par an. Donc ça montre que c'est possible. L'exemple d'Adam Urbanski, en fait, m'a beaucoup aidé parce que d'abord il est polonais. Donc en tant qu'émigrant comme moi, donc ça m'a montré que une fois de plus tout est possible. Quand on est aux États-Unis, je crois qu'on dit toujours ici the sky is the limit, mais c'est vrai que c'est une notion qu'on n'a peut-être pas nécessairement en France. Où on se dit que bon, on est à un niveau, on évolue dans son niveau, mais on n'a peut-être pas possibilité d'aller au-delà. L'avantage qu'on a aux États-Unis, c'est que les gens sont un peu plus open au niveau de la mentalité. Donc à partir du moment où on est bon, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des boîtes ou ce genre de choses. Et quand je parlais de partenariat tout à l'heure, donc c'est vrai qu'Adam Urbanski, j'ai commencé à acheter ses produits probablement 2004-2005, quelque chose comme ça. Et un jour après avoir acheté un de ses produits, un après-midi, j'ai eu un coup de fil et j'ai entendu « Bonjour, je voudrais parler à Biba ». Donc j'ai dit « Oui, bonjour, c'est moi ». J'ai reconnu son accent immédiatement. Et j'étais, mais pour moi, j'avais l'impression que Michael Jackson aurait été au bout du fil, c'était pareil, quoi, parce que c'était quelqu'un que j'admirais par rapport à ce qu'il faisait. Donc j'étais déjà très surprise qu'il téléphone moi, petite Biba Pedron. Et donc il m'a aidé beaucoup parce que donc il m'a expliqué. Donc il m'a dit en fait voilà, il m'a dit j'ai vu que vous aviez acheté mon produit, j'ai regardé votre site internet, donc je suis étonnée. C'est quoi The Connection Queen? Elle fait quoi de Connection Queen? Donc en fait, bon, je lui ai raconté un petit peu mon histoire, mais je lui ai raconté mon histoire parce qu'il me l'a demandé, parce que sinon c'est sûr que je racontais jamais. Donc j'ai expliqué que j'étais française, que quand j'étais arrivée aux États-Unis, que je parlais quasiment pas anglais, que je savais pas ce que c'était que le networking, et qu'en fait en l'espace de 2 ans, j'étais devenue surnommée par mes clients de Connection Queen. J'avais déjà écrit un livre et ce genre de choses. Et il m'a expliqué que raconter son histoire, c'était vraiment très très important dans le marketing. Parce qu'il faut que les autres personnes puissent se rendre compte que comment ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est pas raconter son histoire pour son histoire, c'est de dire, bah, si tu es étrangère et que tu es capable de faire ça en l'espace de 2 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien dans ce que tu fais. Donc il dit c'est important de raconter son histoire. Donc c'est pour ça que maintenant il m'a expliqué qu'il fallait raconter chaque fois que je fais un séminaire, chaque fois que je fais un webinaire, chaque fois que je fais une téléclasse, c'était important pour attirer l'attention des clients. C'est lui qui m'a donné également mes premiers conseils pour écrire des articles, parce que je disais bon, l'anglais, je ne sais pas écrire suffisamment l'anglais correctement, donc j'utilisais ça un peu comme un prétexte pour ne pas écrire en anglais. Donc il m'a donné des conseils pour comment écrire facilement mes premiers articles. Après, c'est vrai que je n'osais pas à l'époque faire des téléclasses ou ce genre de choses parce que je disais oui, mais mon accent, au téléphone, peut-être que les gens ne vont pas comprendre. À un moment donné, il m'a dit mais attends, tu plaisantes ou quoi? Il m'a dit ton accent est moins prononcé que le mien alors que je vis aux États-Unis depuis 15 ans. Donc il dit si je peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc il dit surtout ne pas, ce que j'ai beaucoup appris avec lui, c'est ne pas utiliser les choses comme des excuses pour ne pas avancer. Ouais, comme on fait tous. Donc ça, c'était important. Et puis au final de cet échange qu'on a pu faire, et après des échanges d'emails et autres, en fait, on a fait 2 téléclasses ensemble. Donc ça a abouti sur un partenariat d'ailleurs. Ah bah c'est bien. Voilà. Et puis effectivement, donc je mentionnais Maria Andros tout à l'heure, donc qui est spécialisée dans la vidéo. Donc c'est vrai que moi j'utilise la vidéo depuis peut-être 2-3 ans maintenant. Je l'utilise pas de la façon dont les Français maintenant commencent à l'utiliser pour faire des formations ou ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on dit qu'il faut toujours apprendre et qu'on ne sait jamais tout, aujourd'hui il est évident que la vidéo fait partie intégrante des outils marketing et qu'on ne peut plus l'ignorer, même s'il y a encore 1 an ou 2 on pouvait se dire j'en ai pas besoin. Aujourd'hui je pense que les sociétés qui n'utilisent pas la vidéo, elles perdent beaucoup de choses. Donc il faut s'y mettre, donc il faut apprendre. Donc une fois de plus, c'est des techniques complètement différentes, c'est des choses que, même si moi je fais de la vidéo depuis 2-3 ans, de mon côté, les techniques je les connaissais pas ni ce genre de choses, donc donc je les ai apprises comme ça. Et puis ce qui est évident, c'est que d'avoir des mentors, c'est pas simplement important, mais c'est capital. Parce que c'est pas la peine de réinventer la roue en permanence et de perdre son temps sur des trucs ou d'essayer d'innover en se disant je vais être meilleur que les autres. Il faut juste prendre modèle sur des personnes qui sont sur le même domaine d'activité
et qui, non pas les copier, bien évidemment, c'est pas le but, mais d'adapter leur, pardon, j'ai un chat dans la gorge, pardon, mais d'adapter leur technique à notre activité et de toujours apprendre des plus grands, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que maintenant, je reçois, des fois, je suis assez fière parce que je reçois des emails de certaines personnes qui m'écrivent et qui me disent que je suis devenue leur mentor. Donc, c'est un petit peu la roue qui tourne. Et puis, surtout, ça encourage à toujours faire plus pour aider le maximum de personnes. Ok. Donc, si tu devais repartir de zéro aujourd'hui avec 0 € en poche, qu'est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu t'y prendrais et par quoi tu commencerais? Bah, là, je dirais que ma réponse, ça va être courte parce que, en fait, j'ai déjà repris, j'ai démarré 2 activités de zéro, donc une fois en France et une fois aux États-Unis. Et donc, je pense que je referai exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, ça irait beaucoup plus vite parce que grâce justement au networking et surtout l'utilisation des réseaux sociaux et de l'internet marketing, ça multiplie par 10 ou par 20 tout ce que j'ai pu faire auparavant. Donc c'est définitivement, je commencerai par me constituer un réseau solide. Et parce que c'est ce que je disais au début, c'est 90% de la base de mes business en tout cas. Ok. Donc pareil, contacter les gens, faire des partenariats. Et puis surtout bien suivre le processus du suivi du réseau. Ok. Et donc, et par rapport à tout ça, quelle est, à ton avis, la qualité la plus importante qu'il faut avoir pour réussir dans le business en général et en tant que réseauteur? Je dirais qu'il faut savoir être constante. J'ai déjà dit, mais je le répète toujours et je le répète de nombreuses fois en permanence dans mes formations à mes clients. Il faut vraiment être constant dans son activité, dans tout ce qu'on fait au niveau du marketing, afin de toujours savoir être en relation d'une façon ou d'une autre avec son réseau, savoir l'informer de ce qui est nouveau dans notre business. Je dis toujours à mes clients que c'est pas à nos contacts de faire l'effort de se souvenir de nous, mais c'est notre responsabilité d'être présent dans leur esprit afin qu'ils nous contactent dès qu'ils ont besoin de nous, ou dès qu'il y a un contact, qu'ils veulent nous envoyer un contact ou ce genre de choses, dès qu'ils savent qu'ils peuvent nous mettre en relation. C'est vraiment ça, la qualité la plus importante, c'est d'être constant. Ok. Communiquer. Et donc c'est pas une chose qu'on fait une seule fois. C'est vraiment quelque chose qui s'entretient en permanence. Oui, c'est un petit peu comme on voit de toute façon au niveau des publicités des grandes marques. S'ils arrêtent de communiquer, ben on les oublie, quoi. Voilà, tout à fait. C'est un exemple que c'est la même chose. Voilà, c'est un exemple que je prends souvent aussi. Je dis, regardez McDonald's ou Nike ou Coca-Cola, ils sont connus dans le monde entier. Tout le monde sait qui c'est. Pour autant, on continue de voir leurs pubs à la télé, à la radio, dans les journaux. Ils s'arrêtent jamais. Donc c'est la même chose. Il faut toujours être présent à l'esprit des personnes. Parce que si McDonald's demain s'arrête, il sait qu'aujourd'hui il est le premier, mais s'il s'arrête de faire de la pub, même si tout le monde le connaît, peut-être que c'est Burger King qui va prendre la première place. Donc, bien sûr. Il faut utiliser effectivement cette image-là que c'est perpétuel. C'est pas juste je fais une fois de temps en temps et puis j'attends qu'il se passe quelque chose. C'est en permanence. Donc c'est pour ça que la qualité première, c'est d'être constant dans son marketing. Ok. Et enfin, donc, quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent se lancer aujourd'hui dans les affaires en ligne ou dans le réseautage? Quels sont les trucs et astuces que tu leur donnerais pour qu'ils réussissent? Alors, je dirais que je vois 3 points importants. Le premier, c'est de faire du marketing sa priorité numéro 1. Là, je disais tout à l'heure, les gens avaient des fois un peu de problèmes de discipline à travailler. Donc, je pense que pour pallier à ça, le meilleur moyen, c'est définitivement de se fixer des rendez-vous avec soi-même. J'ai beaucoup de mes clients, que ce soit français ou américains, qui me disent en permanence, mais j'ai pas le temps de faire ci ou j'ai pas le temps de faire ça. S'il faut que je fasse le networking, les réseaux sociaux, avoir un blog, écrire des articles, faire une newsletter, c'est pas possible, j'ai pas assez de temps dans une journée. Ma réponse à ça, c'est toujours, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous gérez un hobby à vos heures perdues, ou est-ce que vous gérez un business? Donc à partir de là, il faut faire un choix. Je dis si effectivement c'est un business que vous gérez, donc le marketing, il faut avoir un bon plan marketing, et c'est pas simplement une option, mais c'est une obligation.
Donc le networking, les réseaux sociaux, comme j'ai déjà dit avant, c'est simplement des outils marketing. Donc c'est important de savoir les intégrer à son plan marketing avec les autres solutions. Et c'est pour ça que une des meilleures façons de le faire, c'est donc de fixer des rendez-vous avec soi-même. Moi, je dis toujours qu'on est son plus gros client, son client plus important. Et qu'en général, quand on a un rendez-vous avec un client, ben, on ne l'annule pas. Si le client a payé, il est évident qu'on n'annule pas le rendez-vous avec le client. Donc, il faut faire la même chose avec soi-même. Il faut fixer des plages horaires ou éventuellement des journées. Donc, par exemple, on dit c'est tous les jours de 2 à 4, ou c'est le vendredi matin, ou c'est le lundi après-midi, peu importe. Mais le marquer dans son calendrier et surtout ne jamais, jamais, jamais annuler ce rendez-vous avec soi-même, sous aucun prétexte. Sauf s'il y a urgence et qu'il faut partir à l'hôpital, mais c'est la seule urgence. Et pas de se dire, ah ben non, je ne le fais pas là parce qu'effectivement je vais partir en rendez-vous, ou je ne le fais pas là parce que peut-être je vais avoir un client, je ne le fais pas là parce que peut-être il va y avoir ceci ou y avoir cela, parce qu'on sait que si on reporte au lendemain, c'est jamais fait. Donc il faut vraiment avoir une discipline et en fait s'imposer effectivement ses propres rendez-vous. Et pendant ces rendez-vous, ben, on consacre son temps à son marketing, au développement de son activité. On détermine quand est-ce qu'on va à des networking, on détermine quand est-ce qu'on passe sur les réseaux sociaux, combien de temps on consacre à écrire ses articles et ce genre de choses. Et puis surtout avoir un plan qui fasse que, bon, on ne travaille pas au jour le jour, mais on sait sur le mois, sur le trimestre, le semestre et l'année, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est le premier. Mm-hmm. Le deuxième, je dirais que c'est important d'avoir un suivi, un système de suivi, pour une fois de plus, ne pas se dire qu'est-ce que je fais demain et comment ça se passe demain. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai fait ma première formation en audio, enfin sur CD que j'ai créé en anglais en 2006 et qui s'appelle Power of Networking Secrets. C'est comment mettre en place un système avec minimum 7 étapes. Tout simplement parce qu'on dit qu'en marketing, les statistiques, c'est on doit entendre ou voir un message minimum 7 fois pour commencer à y prêter attention. Donc, et il faut encore plus de fois pour vraiment commencer à acheter. Donc, dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, si on prend les grands qui font de la pub, ils mettent pas des millions de dollars ou des millions d'euros pour faire une pub qui va passer à la télé une fois, mais elle passe, elle repasse, elle repasse, elle repasse en permanence. Donc, il est évident que si son système, c'est de contacter les gens une fois ou deux fois et on s'arrête là, donc on s'arrête définitivement avant que la relation ait le temps de se constituer, avant que les gens ont commencé à avoir confiance en ce que l'on fait, avant qu'ils aient compris exactement ce que l'on fait, qui on est, ce que l'on fait, comment on le fait et surtout comment ça va aider les autres. Et puis surtout, ben, on arrête le processus avant même que les gens soient passés à l'action. Et ça, que ce soit aussi bien que parce qu'ils vont devenir clients ou parce qu'ils vont échanger des contacts. Et puis ben, le troisième, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir des mentors et d'écouter ce que font les autres. Ne pas hésiter à les contacter, ne pas hésiter à voir s'il y a des synergies entre les business. Parce que le succès, ça ne s'obtient définitivement pas tout seul, mais avec l'aide des autres. Donc, il faut savoir être open à ce qui se passe autour de soi et pour pouvoir évoluer en permanence. En fait. Ok. Je pense que c'est des très bons conseils qui vont aider nos auditeurs. Je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu, en tout cas. L'interview est maintenant terminée, donc vraiment un grand merci pour tous ces conseils qui vont vraiment aider les gens à mon avis. Donc un grand merci, à très vite. On te souhaite vraiment la plus belle des réussites dans tes affaires. On se reverra certainement bientôt. Donc je peux te laisser dire le mot de la fin pour nos auditeurs. Ok, bah déjà une fois de plus, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, ça reflète aussi un petit peu comment se passe le business aujourd'hui, parce que moi, je suis aux États-Unis et vous, je crois que vous êtes en Bulgarie. En Hongrie, oui. Donc, ça montre comment, effectivement, le business a évolué. Il faut savoir utiliser ça aussi. Et puis, j'espère que ça aura donné de nouvelles idées à certains, parce que mon but, c'est définitivement d'aider le maximum de personnes à réaliser leurs rêves comme j'ai pu réaliser le mien. Et si mon expérience peut leur faire gagner du temps, eh ben c'est encore mieux. Ok.
Encore merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vais mettre le lien de tes sites juste en dessous de l'article. Comme ça, les gens pourront voir un petit peu ce que tu fais. Je mettrai aussi les livres que tu nous as conseillés, si tu peux m'envoyer la liste. Et puis, encore merci d'avoir joué le jeu. Je te souhaite le meilleur pour tes affaires. Je souhaite le meilleur à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt à tout le monde aussi. Au revoir.